Alors donc la dernière fois donc on avait présenté la partie concernant l'architecture web J2E et principalement donc on avait donc dit que d'une manière générale dans une application J2E donc il y a des composants web que vous pouvez utiliser donc savoir Servlet, JSP notamment pour développer les applications web. Et en principe, Servlet, c'est des classes Java qui vont s'occuper généralement d'effectuer des traitements. Alors, toutes les requêtes généralement reçues par les clients HTTP, généralement, ils sont dirigés vers des servlets. Et une servlet, c'est quoi son rôle? Nous avons dit, c'est une classe Java dans laquelle on va redéfinir les méthodes principales de get, de post, de put, de delete. Alors, généralement, chaque requête HTTP elle est interceptée par la servlet. Elle effectue des traitements. Mais généralement, pour effectuer des traitements, on fait appel à la couche métier. Alors, généralement, dans une application, il faut toujours séparer la logique métier de la logique présentation. Ça, c'est ce que nous avons déjà dit. Et après, on récupère des résultats. Les résultats sont stockés dans un objet qui s'appelle modèle. Et après, par la suite, on fait un forward vers une vue. Généralement, une vue, c'est des pages JSP. Qui vont récupérer les données qui se trouvent dans le modèle et générer un résultat qui sera affiché. Alors bien sûr, ce résultat généralement généré, c'est du code HTML, mais ça peut être d'autres formats de données, comme le format XML, format JSON, donc tout dépend des applications, de la nature des applications qu'on va créer. Alors ça, c'est l'architecture générale. Alors pour faire ça, donc, on a d'abord fait une partie concernant le protocole HTTP, une partie qui est très importante. Et après, par la suite, donc, on a vu la structure d'une servlet, la structure d'une JSP. C'est quoi la différence entre servlet et JSP? Servlet, c'est une classe Java à l'intérieur de laquelle on peut générer du code HTML. Et JSP, c'est une servlet. Sauf que la forme, il a la forme d'une page HTML, mais à l'intérieur de laquelle on peut écrire du code Java. Bon, ça veut dire qu'une JSP, quand il est appelé pour la première fois, il est converti en servlet. Ça veut dire que la technologie de base dans l'architecture J2E, c'est servlet. C'est-à-dire que vous travaillez avec JSP au servlet, au final, votre JSP sera converti en servlet. Et que dans la pratique, quand vous respectez le pattern MVC, donc en principe, servlet, il va jouer le rôle de contrôleur, JSP, il va jouer le rôle de vue donc, de l'application, mais après par la suite donc, pour afficher des données, donc, pour communiquer entre contrôleur et servlet, donc le contrôleur va stocker les données dans l'objet qui s'appelle modèle. Alors maintenant on va s'intéresser à cette partie-là. Donc quand on fait appel au traitement, ça veut dire qu'on appelle la couche métier ou bien la couche service si vous voulez. La couche métier elle-même, dans la majorité des cas, on a besoin de faire appel à des bases de données. Donc ça veut dire que il y a une partie des traitements généralement qui est liée à l'accès aux données. Souvent, dans la majorité des cas, vous utilisez des bases de données relationnelles. Alors, c'est la raison pour laquelle on aura besoin de faire ce que vous connaissez déjà, qui est le mapping objet relationnel. Alors, si on voit l'architecture autrement, donc je peux dire que d'une manière générale, vous avez un système de gestion de bases de données qui va s'occuper de stocker les données de l'entreprise. Il y a un web container, dans notre cas c'est Tomcat, et après il y a un client HTTP. L'application, si vous essayez donc de respecter c'est-à-dire les bonnes pratiques de développement, votre application, vous allez la diviser en plusieurs couches généralement. Parmi les couches que vous trouverez souvent, vous trouverez la couche d'abord métier. Généralement dans la couche métier, c'est la partie dans laquelle vous faites l'orienté objet. Donc, vous implémentez les méthodes de votre application, c'est-à-dire les spécifications fonctionnelles. Et bien sûr, pour développer la couche métier, donc vous organisez vos traitements en utilisant l'approche orientée objet. Alors, quand vous manipulez que des objets métiers, c'est-à-dire des objets, et que les données sont stockées dans des bases de données relationnelles, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. C'est la raison pour laquelle, comme le mapping objet relationnel, c'est un aspect technique qu'on va retrouver, c'est toujours la même chose qui se répète dans les applications. Généralement, la couche, l'accès aux données, on va la mettre on va lui réserver carrément une couche DAO, dans laquelle généralement on fait appel souvent, dans la pratique, on fait appel à des frameworks pour faire le mapping objet relationnel. Alors dans notre cas, dans les cours qui viendront, donc on va utiliser Hibernate
J2E pour faire tout ce qui est le mapping objet relationnel. La couche métier, bon, bien sûr, tous les traitements sont implémentés au niveau de la couche métier. Et qu'au niveau de la couche web, ce qui se passe généralement, c'est que quand un client HTTP envoie une requête HTTP, généralement, les requêtes sont envoyées vers le contrôleur de l'application qui est représenté généralement par une servlette ou bien des servlettes, selon les cas. Le contrôleur, donc, il fait appel à la couche métier pour effectuer des traitements. La couche métier elle-même, il s'appuie sur la couche DAO pour accéder à la base de données. On récupère des résultats qu'on va stocker dans le modèle. Bon, les modèles, généralement, c'est de simples Java Beans. Et après, par la suite, on fait une opération qui s'appelle un forward. Donc, on va, c'est-à-dire forwarder la même requête vers une vue, la page JSP, qui va se charger de faire l'affichage. Alors, pour faire cet affichage-là, bien sûr, donc la vue JSP, il va récupérer les données à partir du modèle et après, il va générer un rendu, bien sûr, format HTML. Alors, globalement, ça, c'est l'architecture qu'on va essayer d'implémenter dans un premier temps sans utiliser de framework particulier parce qu'en fait, dans la pratique, il faut à un moment donné utiliser des frameworks. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, pour cela, donc, je vais d'abord vous rappeler donc, ce principe, ce concept de mapping objet relationnel tel que vous l'avez déjà vu. Bon, ça, d'une manière générale, ça on va le voir, c'est que si vous voulez faire une application, si vous voulez respecter, si vous voulez les exigences fonctionnelles, les exigences techniques, on en a déjà parlé, la sécurité, les performances et tout un tas de problèmes techniques, la gestion des transactions. Généralement, vous aurez besoin d'utiliser le principe de l'inversion de contrôle. Et principalement, vous utilisez un framework qui va s'occuper de faire cette opération. Alors, par la suite, donc, on va utiliser le framework Spring comme conteneur de l'application. Dans ce cas-là, donc, Spring deviendra ce qu'on appelle un serveur d'application parce que c'est lui qui va gérer le cycle de vie de toute l'application. Ça veut dire qu'au final, tous les objets qu'on va manipuler dans l'application, aussi bien les objets DAO, les objets métiers, de la couche web, finalement, c'est qui va les créer, c'est qui va les gérer, c'est Spring. Donc, c'est grâce à Spring qu'on va utiliser donc, le concept qu'on avait déjà traité, qui est le principe de l'inversion de contrôle et de l'injection des dépendances. Oui. Concernant le modèle, est-ce qu'on peut considérer, on va créer des Java juste dans la couche web ou il va être partagé dans tous les particuliers? Vous parlez du modèle? Les Java Beans. Tu parles ça, modèle? Les classes métiers. Non, bon, tu parles. En fait, les Java Beans, ils sont parfaits parce que. C'est quoi le Java Bean? Java Bean, c'est. Ce sont des classes sérialisables, les attributs privés, les getters, etc. généralement. C'est-à-dire, souvent, quand on va créer les objets métiers, les structures manipulées par l'application, les entités, donc ça également c'est du Java Beans, dont on parlait. Mais vous parlez du modèle, c'est ça? Bon, le modèle, si vous voulez, c'est une classe que vous créez dans la couche web et qui va permettre de stocker les données et les résultats qui seront affichés dans les vues. Ça veut dire que tout ce que vous affichez dans les vues généralement, c'est des données qui sont stockées dans le modèle, n'est-ce pas? Alors maintenant, le modèle lui-même, il fait appel à des classes qui sont métiers. Par exemple, si vous affichez ici des produits, forcément, dans votre modèle, vous allez déclarer un objet de type produit. Vous voyez, donc ça peut être un objet métier quelconque. Mais d'une manière générale, ça, c'est le modèle. Il ne faut pas avoir une confusion parce que souvent c'est le cas. C'est que le modèle, c'est la couche de présentation. C'est-à-dire les classes que vous créez pour le modèle de la couche présentation ne seront jamais utilisées au niveau de la couche métier. C'est l'inverse. Dans le modèle, je vais utiliser des objets métiers. Mais dans le métier, bon, en aucun cas, la couche métier fait appel à des composants qui sont créés dans la couche web. Il y a une différence entre les classes modèles et les classes entités. Tout à fait. Par exemple, si vous voulez, on va voir des exemples. Là, par exemple, je vais saisir je vais dans la vue, on va voir un exemple tout à l'heure. On va saisir. Bon, je reviens à l'exemple tout à l'heure et on va parler de ça. Justement, c'est l'exemple que je vais vous montrer. Oui. Vous avez dit que le modèle, c'est dédié à la couche présentation. Si nous avons plusieurs couches présentation, donc à chaque fois, on va définir les Java Beans. Oui. Alors,
En fait, le modèle, il est lié à la couche présentation. Si par exemple vous travaillez par exemple avec un framework ici pour le web, vous travaillez avec Spring par exemple MVC, bon, Spring MVC il vous donne déjà un modèle que vous utilisez. Donc c'est Spring MVC qui le donne. Si vous travaillez par exemple avec Swing, vous savez le modèle MVC Swing, c'est une classe qui hérite donc qui respecte. Donc le modèle il est lié en fait à la technologie que vous utilisez dans cette application. Si vous travaillez avec GSF, bon, ça c'est le modèle, il est géré d'une manière différente. Donc finalement, c'est tout dépend du type de la couche présentation et quel framework que vous utilisez. Mais ce qui est important, c'est de dire, faites attention parce que souvent, parfois, il y a des confusions dans des modèles, dans des architectures, il y a une confusion entre modèle et métier. Parce que, surtout pour les gens qui travaillent avec PHP souvent, dans la majorité des cas, alors comme dans PHP généralement, il est fait que pour développer des applications web. Et parfois, donc, dans le développement PHP, dans le modèle, on se permet de mettre des méthodes dans lesquelles on fait appel à la couche DAO. Mais généralement, ça c'est une mauvaise pratique. Donc c'est pour cela qu'il y a une confusion. Mais dans le cas général, quand je développe la couche DAO, quand je développe la couche métier, je ne sais pas ce qui se passe dans la couche présentation. Mais quand j'arrive à la couche présentation, tout dépend du framework. Alors si j'utilise un framework quelconque, je sais que le framework, généralement, il va m'obliger à utiliser un type de modèle particulier pour, par exemple, travailler, ou tout simplement, vous concevez votre modèle, ou tout simplement, vous utilisez directement des objets métiers qui sont déjà créés. Donc, le modèle, ça peut être des objets métiers. C'est un cas particulier. C'est bon? Bien. Alors, le mapping objet relationnel. Donc, juste pour rappel, alors, pourquoi le mapping objet relationnel? Parce que vous avez, par exemple, une base de données relationnelle. Ça veut dire que les données sont stockées dans des tables. Et les tables sont liées par des relations avec le concept clé primaire, clé étrangère. Alors que l'application que vous développez, il est orienté objet. Ça veut dire que vous manipulez que des objets. Pour un exemple, par exemple, je veux créer une application qui permet de gérer des produits. Alors, quand vous dites je gère des produits, donc d'un côté, au niveau de la couche métier de l'application, il faut créer un objet métier qui s'appelle produit. Bon, la classe produit, par exemple, pour moi, il est défini par son ID, la désignation, le prix, la quantité. Donc ça, c'est un objet métier, n'est-ce pas? Parce que je gère des produits. Mais comme les données sont persistantes, comme les données sont stockées dans des bases de données relationnelles, ça veut dire qu'à un moment donné, au niveau de mon système de gestion de bases de données, j'ai besoin de créer une table produit si j'utilise une base de données relationnelle. Ça veut dire que j'ai une table produit dans laquelle j'ai les colonnes ID, désignation, prix, quantité. Alors, d'un côté, vous avez une table, et de l'autre côté, vous avez une classe. Et que quand, dans la couche DAO de l'application, ou bien la couche métier, parce qu'après, on peut fusionner la couche DAO et la couche métier, il n'y a personne qui vous... c'est-à-dire qui vous oblige de les séparer, mais après, dans la pratique, on va souvent les séparer. Supposons que je veux créer une application qui permet de chercher des produits. L'application, c'est quoi? Je veux créer une application qui permet de chercher les produits dans la désignation contient un mot-clé, par exemple de recherche. Alors, ça veut dire que dans la couche métier de l'application, j'aurai besoin de créer une méthode qui s'appelle produit par mot-clé. Alors, cette méthode-là, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? On va donner le mot-clé. Et après, qu'est-ce qu'il va retourner? Tout simplement une liste de produits. Ça veut dire que cette méthode-là, quand je l'appelle, il me donne une liste, un tableau. Et chaque élément de la liste contient un objet de type produit. Vous suivez? Bien. Alors pour faire ça, donc maintenant, cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, généralement, on a besoin de se connecter à la base de données, on a besoin de récupérer des données, mais le résultat final, on va retourner les données dans une collection ou bien dans une liste. Alors dans ce genre de méthode, on commence souvent par créer une collection, par exemple, de type ArrayList de produits. Donc, je crée d'abord une liste qui est vide. Ensuite, il faut d'abord se connecter à la base de données. Alors pour cela, il faut d'abord charger le pilote GDBC. Le pilote GDBC, donc vous savez que pour le charger, on fait appel à class.forName. Donc l'application, au moment de l'exécution, il va chercher le pilote, cette bibliothèque, ce driver si vous voulez, com.mysql.gdbc.driver. Je suppose ici que j'utilise une base de données de type MySQL. Alors si le pilote GDBC existe au moment de l'exécution, il va le charger en mémoire.
la classe sera chargée en mémoire. Sinon, il génère une exception que vous connaissez qui est class not found exception. Alors, une fois que le payload JDBC est chargé, donc en principe, on commence par créer une connexion vers la base de données. Donc, on crée un objet connection. Alors, pour cela, on fait appel à la classe driverManager.getConnection et on spécifie l'URL. Alors, dans l'URL, dans le cas, par exemple, d'une base de données de type MySQL, on va spécifier GDBC de .mysql de point / localhost, donc c'est la machine au sous MySQL, 3306 c'est le port de MySQL, DB4 c'est le nom de la base de données, après username et le mot de passe. Globalement, ces informations-là, vous en aurez besoin à un moment donné pour établir une connexion vers la base de données. Bah, c'est ce qu'on appelle la chaîne de connexion, ou bien l'URL de connexion en principe. Une fois que la connexion est établie, généralement, vous avez besoin de créer un objet de type statement ou bien prepare statement. Alors, prepare statement, pour le créer, on le crée à partir de l'objet connection, con.prepare statement, et après la requête qu'on va préparer, select étoile from produit, where, désignation, like, point d'interrogation. Ça veut dire que pour moi, ce que je veux en fait, je veux chercher tous les produits dont la désignation contient ce mot clé. Alors, maintenant, je mets un point d'interrogation, ça veut dire que le point d'interrogation, il faut le remplacer par sa valeur, c'est un paramètre. Alors pour cela, on fait appel, on peut compléter la requête, parce que la requête n'est pas encore complète. Hein. Donc on peut la compléter avec, par exemple, ps.setString 1mc, ça veut dire le premier point d'interrogation de la requête SQL, celui-là, on va le remplacer par mc. Et bien, je lui dis que c'est un string, comme ça, bon, il sait que c'est un string, donc il va ajouter les simples quotes, donc comme c'est une chaîne de caractères. Et après, maintenant, la requête est complète, je l'exécute. Et quand je l'exécute, donc avec ps.executeQuery, j'envoie la requête vers le SGBD. Je demande au SGBD, fais-moi ça. Le moteur de SGBD, il va exécuter cette requête SQL. Ça, c'est... Les SGBD sont programmés pour ça, pour exécuter un moteur de SQL. Ils vont exécuter la requête, ils vont chercher les données, ils vont retourner les résultats. Mais généralement, les résultats qu'ils retournent, c'est des résultats avec un format particulier, c'est du texte qui contient des données, etc. Mais quand ils arrivent vers le pilote GDBC, eh bien, tout simplement, il va me stocker les résultats en format d'un objet qui s'appelle resultSet. En fait, resultSet, ça représente quoi? C'est un tableau qui permet de stocker le résultat d'une requête select. Donc, ça veut dire qu'on a des colonnes et un ensemble de lignes. Les colonnes, c'est les attributs, et les lignes, c'est un ensemble d'enregistrement. Alors, ce qui fait maintenant, nous avons les résultats, et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il faut parcourir ce resultSet, c'est-à-dire ce tableau-là, il faut le parcourir ligne par ligne. Et c'est pour cela que vous faites appel à des codes comme, par exemple, while rs.next, c'est-à-dire next, je me positionne dans la ligne suivante. Alors, si cette ligne existe, parce que, en fait, ici, rs.next, il retourne un booléen, c'est-à-dire s'il retourne true, ça veut dire la ligne existe. Alors, si cette ligne existe, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque ligne, qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque ligne, je vais créer un objet de type produit. Donc, produit pay égale new produit. Donc, je crée un objet produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va transférer les données de cette ligne vers cet objet-là. Alors, pour cela, on fait appel à des codes comme ça, par exemple, pay.setID, c'est-à-dire l'attribut ID de cet objet pay, à quoi est égal? C'est rs.getLongID. Ça veut dire quoi? Je récupère la valeur de la colonne ID, qui est 1. Je la convertis en long. Je sais qu'elle est de type long. Parce que dans la classe produit, je l'ai déclarée de type long. Et je vais l'affecter à la variable ID. De quel objet? De l'objet produit. Et je fais la même chose pour les autres colonnes. P.set désignation, rs.getString désignation. Je prends la valeur de la colonne désignation, je la mets dans l'attribut désignation. Je fais pareil pour le prix. Je fais pareil pour la quantité. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Voilà, cet objet-là que je viens de créer, je viens de prendre les données d'une ligne, d'un enregistrement relationnel, et je les stocke dans un objet métier de mon application. Si c'est le mapping objet, je passe du relationnel vers l'objet. Alors maintenant, cet objet-là que je viens de créer, je vais l'ajouter à cette liste. Donc vous utilisez produit.add
P. Alors ici, donc, et après, on va boucler. Boucler, ça veut dire on va faire encore un reste, et reste point next. Donc je passe à la ligne suivante, la deuxième ligne par exemple. À nouveau, je reprends. Je crée un autre produit, un autre objet produit. Je vais transférer les données de la ligne vers cet objet-là. Et après, add. Je l'ajoute. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que je parcours toutes les lignes. Et du coup, à la fin, qu'est-ce que je récupère? Je récupère une liste de produits. Donc, je viens d'exécuter une requête à la fin. Donc, je vais retourner donc, la liste des produits. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, je viens d'exécuter une requête SQL qui va vers une base de données relationnelle. Je cherche des données relationnelles et je les stocke dans les objets de l'application. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire le mapping objet relationnel. Alors, sauf que dans les applications, quand vous êtes généralement dans une application qui contient beaucoup de tables, une base de données, beaucoup de tables, beaucoup de traitements, ce code-là, c'est du code que vous allez beaucoup réécrire, c'est-à-dire vous allez beaucoup faire des copier-coller parce que c'est des codes qui se répètent, n'est-ce pas? Ben, du coup, donc, quand vous avez à chaque fois des choses qui se répètent, et en plus, ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a des petits détails qu'on n'a pas bien fait, il y a des choses dont on n'a pas pris en considération les transactions, on n'a pas pris en considération la gestion des exceptions, on n'a pas, etc. Ben, du coup, donc, vous risquez de passer beaucoup de temps à écrire des codes pour uniquement faire ce mapping objet relationnel. Or, ce mapping objet relationnel, c'est un problème technique. Donc, c'est-à-dire, c'est des copier-coller que vous allez faire dans vos applications. Sauf que, au lieu de gérer des produits, parfois vous mettez facture, au lieu de mettre facture, vous gérez, etc. Mais après, c'est pas encore terminé parce qu'il faut gérer les relations, il faut savoir comment faire tout ça. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la pratique, il y a des frameworks qui font ce travail. Et du coup, donc, dans la pratique, c'est-à-dire dans la suite du cours, pas maintenant, parce qu'au début, donc, je disais, donc, on va commencer d'abord à développer des applications J2E sans utiliser de framework, c'est important. Mais dans la suite, on va utiliser Hibernate qui va s'occuper de faire ce travail-là. Bon, c'est des problèmes qui sont déjà réglés. Mais pour quelqu'un qui fait l'ingénierie logicielle, je n'imagine pas quelqu'un qui fait l'ingénierie logicielle qui commence à utiliser des frameworks, par exemple, sans comprendre la logique du concept. Alors maintenant, c'est ce qu'on est en train de faire. Je n'ai pas de framework, j'ai besoin de maîtriser le concept parce que vous-même, peut-être si vous êtes un peu curieux, comme on a fait avec l'injection des dépendances, pourquoi pas je commence moi-même à développer mon propre framework, n'est-ce pas? Un petit framework qui fait le mapping objet relationnel, un petit framework qui fait l'injection des dépendances, un petit framework qui fait MVC, n'est-ce pas? De la couche web. Alors je commence, c'est votre métier, c'est l'ingénierie logicielle, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que utiliser des frameworks, vous devrez les utiliser parce que quand vous serez en entreprise, l'entreprise ne va pas vous permettre de dire voilà, je peux utiliser un framework que je vais vous développer, tout ça, parce que là c'est question de confiance. Il faut faire appel à des frameworks qui sont connus, qui ont fait les preuves. Mais l'ingénieur logiciel, il est fait pour produire des logiciels. Alors, produire des logiciels, ce n'est pas forcément utiliser des frameworks. C'est également produire des frameworks, produire des applications, produire des idées, de l'innovation. Donc, ça, c'est ce qu'on va vous demander. C'est bon? Alors, maintenant, supposons on veut appliquer ça à une application, un exemple d'application. Je veux créer une application qui permet de chercher des produits. Donc, j'ai une application web, je vais saisir un mot-clé. Quand je cherche, je vais afficher la liste des produits dont la désignation contient le mot-clé, avec la possibilité d'éditer, de supprimer, d'ajouter, de faire des opérations sur les produits. Bref, des choses assez classiques que vous faites dans les applications. Ben, on va prendre le temps de faire ça, mais sauf que pour le faire, on va respecter les normes de développement. Alors, pour cela, au niveau de l'architecture, donc, nous aurons d'abord à créer une base de données relationnelle, parce qu'il n'y a pas de framework qui va le faire à notre place. Il faut la créer. Donc, une table produit. On va créer l'application. Notre application va se composer de deux couches. À vrai dire, la couche métier et la couche web. La couche métier et la couche web. Mais dans la couche métier, je vais faire que des accès aux bases de données. Quand vous avez une couche métier dans laquelle vous faites que des accès aux bases de données, en réalité, ce n'est pas une couche métier, c'est une couche DAO. Mais après, vous pouvez l'appeler couche métier. Vous pouvez l'appeler couche DAO, ce n'est pas un problème. Mais dans la pratique, vous allez voir que la couche DAO, elle est séparée de la couche
métier. Parce que souvent, il y a parfois des traitements, parfois, on ne fait pas uniquement directement appel à une base de données, mais avant de faire appel à la base de données, je démarre une transaction. Peut-être parfois, je fais appel à une autre application distante, je récupère une information. Donc, ça veut dire que parfois, les applications peuvent être complexes. Et du coup, donc, souvent, ce n'est pas le cas. Mais quand vous êtes dans des applications classiques de gestion de données, comme celle-là, par exemple, ben, on va dire que dans la couche DAO, on va d'abord créer notre objet métier qui est produit. Alors, après, on va faire les traitements. Alors, les traitements, on va les développer dans une classe qu'on va appeler produit DAO implémentation. Mais on a déjà appris qu'avant de créer les classes, il vaudrait mieux commencer par créer l'interface. Donc, c'est pour cela qu'on va créer d'abord l'interface IP produit DAO, dans laquelle on déclare le besoin. Alors, dans mon exemple ici, donc, j'ai besoin, par exemple, d'ajouter un produit et de chercher les produits. Bon, c'est-à-dire, je déclare les méthodes du besoin fonctionnel, si vous voulez, on va les déclarer. On va créer une implémentation de cette interface. On va dire que c'est une implémentation JDBC. Parce que c'est dans cette implémentation, les données sont cherchées dans une base de données relationnelle en utilisant des connexions via les pilotes JDBC. Donc, je ne vais pas utiliser de framework, mais pour cela, pour gérer les connexions, ça, vous savez, il y a des design patterns. Parmi les design patterns, il y a le pattern singleton que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de créer une connexion pour chaque requête des clients. Ce qui va compliquer, ce qui va surcharger le serveur, parce que créer une connexion, pour chaque requête client, créer une connexion comme on vient de le faire ici, par exemple dans ce code, regardez. Ça veut dire quoi? Créer la connexion à l'intérieur de la méthode comme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un utilisateur qui fait une recherche, on fait appel à la méthode, on crée une connexion. Ça veut dire si à un moment donné, vous avez 1 million de requêtes en même temps qui arrivent, ça veut dire que vous créez combien de connexions vers la base de données? 1 million de connexions. Ça veut dire que des sockets côté application et des sockets côté base de données. Mais en réalité, est-ce que j'ai besoin d'avoir une connexion pour chaque non? Généralement, parfois, une seule connexion peut suffire pour plusieurs clients. Alors, dans ce cas-là, il faut chercher un moyen qui permet de garantir qu'on va créer une seule connexion, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, tous les utilisateurs qui vont se connecter, ils vont utiliser la même connexion vers la base de données. Forcément, pour chaque connexion, on sait déjà il y a des threads, c'est-à-dire on va avoir plusieurs threads. Pour chaque requête, généralement, on y associe un thread parce qu'on a besoin d'effectuer les traitements en même temps. Mais tous les threads, généralement, ils vont utiliser la même connexion. Alors, quand vous avez plusieurs threads qui utilisent le même objet, ça veut dire qu'il y a une file d'attente. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est un objet connexion. Bon, à un moment donné, ça marche. Mais quand le nombre de connexions devient très important, après, vous allez avoir un problème, un étranglement, c'est-à-dire que vous êtes en train d'étrangler votre application. Ça veut dire qu'on aura encore une file d'attente. Et du coup, donc, vous allez, avec parfois le singleton, ça résout le problème. Mais à un moment donné, ça peut, quand ça dépasse un niveau, donc ça peut être un ralentissement, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela, nous allons voir que dans la pratique, bon, utiliser un singleton, c'est une solution. On va l'utiliser. Ça marche quand le nombre de connexions généralement simultanées ne dépasse pas un nombre. Mais sinon, vous allez créer ce qu'on appelle un pool de connexion. Il y a d'autres design patterns. Un pool de connexion, ça veut dire en fait le nombre de connexions créées en fonction en fait, de la charge. Et du coup, donc, on est dans un système qui est soi-disant scalable. Mais tout ça, si vous voulez développer vous-même tout ça, à un moment donné, vous allez dire il vaudrait mieux que j'utilise des frameworks. Parce que les frameworks, eux, ils font ce genre de choses. Oui. What is your question? Au niveau de mobilité, de base de données, la marque de PC on va modifier dans chaque méthode de requête de recherche, c'est-à-dire le string connection, la connexion, la chaîne de connexion. نخدم بالسيميلاتور يعني dans la méthode statique السيميلاتور هي اللي تفعل la connexion. Alors nous de la mobilité une base de données SQL pour rappel, un champ de pluriel, la chaîne de la classe. Oui, alors ici donc je vous ai parlé le problème de performance. Là tu parles problème au niveau de la maintenance, c'est-à-dire que si vous travaillez comme ça veut dire que c'est le même code que vous allez reprendre partout dans toutes les méthodes. Si vous faites des connexions comme on a vu tout à l'heure ici, si vous
travaillez comme ça, c'est finalement, dans chaque méthode, vous écrivez ça. Et après, si votre collègue il dit que quand on va changer la base de données, quel type de base de données, on va se balader dans des centaines de méthodes. À chaque fois, je vais changer, c'est pas bien. Mais quand vous utilisez un singleton, c'est que la seule classe là, on va finalement gérer la connexion, c'est dans la classe singleton. C'est une manière un petit peu de centraliser la gestion de la connexion dans une seule classe. C'est des bonnes pratiques. C'est bon? Alors, donc ça c'est la couche DAO. Alors maintenant au niveau de la couche métier, de la couche web, bon, on va créer un contrôleur. Même si notre application, il va permettre d'ajouter des produits, chercher les produits, éditer, supprimer, mais nous allons utiliser donc un seul contrôleur, c'est-à-dire une seule servlet. Alors bien sûr, le fonctionnement, c'est que le contrôleur, d'ailleurs, vous voyez ici dans l'ordre, vous avez un. Ça veut dire l'utilisateur, il va saisir par exemple le mot-clé. Quand il va chercher, il va envoyer un, ça veut dire quoi? Le client envoie la requête vers le contrôleur. 2. Qu'est-ce qu'il va faire le contrôleur? Le contrôleur, les données qu'on va saisir, il va les stocker dans le modèle. Alors en fait, le modèle, c'est quoi? C'est un objet, que vous voyez ici, produit modèle, c'est un objet dans lequel on va stocker les données qu'on va saisir et les résultats qu'on va afficher. Alors qu'est-ce qu'on va saisir comme données? C'est le mot-clé. Et quel est le résultat qu'on va afficher? C'est la liste des produits. Bon, ça veut dire que pour moi, le modèle, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit le modèle, c'est quoi finalement? C'est une classe que je crée, produit modèle. Mais pour moi, mon modèle, qu'est-ce qu'il contient? Il contient deux attributs. Le premier, c'est quoi? C'est le mot-clé. C'est ce que je vais saisir. Et liste produit, c'est ce que je vais récupérer comme résultat. Donc, en 2, qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Il instancie le modèle. Ensuite, le contrôleur stocke les données saisies dans le modèle. C'est-à-dire que le mot-clé ici que je viens de saisir, il va être stocké dans la variable mot-clé. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'on va saisir là, automatiquement, il va vers le modèle. Bon, c'est le contrôleur qui le fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait dans la 4e étape? Le contrôleur fait appel à la couche métier. Donc, il fait appel à la couche métier. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire une recherche. Donc, j'appelle la méthode chercher, n'est-ce pas? Je lui donne le mot-clé et qu'est-ce que je récupère? Le résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est une liste de produits. Et cette liste de produits, le contrôleur, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va encore la stocker dans le modèle. C'est-à-dire, il va la stocker dans la liste des produits. Vous voyez donc, mon modèle, il est utilisé pour stocker les données saisies, mais également les résultats qui seront affichés. Parce que qu'est-ce qui reste maintenant? Affiché. Alors, pour afficher, donc, qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? Il fait un forward, dans la 6e étape, il fait un forward vers la vue, JSP. Et ce forward, si vous voulez, ici, donc la page JSP, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va récupérer le modèle à partir généralement du contexte de l'application, souvent c'est l'objet request. Et après, il va récupérer les données et après, il va générer le rendu et on affiche le résultat. Alors, vous voyez donc ici, donc ça c'est l'organisation que nous allons suivre au niveau de l'application. Bon, ça, c'est transparent. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de framework, il n'y a rien. Tout ce que vous faites, vous savez ce que vous faites. Ce qui est bien, ce qui va vous montrer en fait, en quelque sorte, qu'est-ce que les frameworks par la suite doivent faire à votre place. Alors, je vais vous montrer quelques portions de code parce qu'après toute la démonstration vidéo, plutôt la démonstration, elle est dans des vidéos que vous avez en ligne. Alors, la base de données, donc, ça vous savez, donc on va créer d'abord une base de données. On va saisir des données. On va créer un projet web dynamique, comme je vous ai projet web dynamique basé sur Tomcat, parce qu'en fait, on a besoin de créer une application web. On peut créer un projet Maven, il y a plusieurs manières de créer en fait les projets web J2E. Mais le plus simple pour vous, dans un premier temps, avec Eclipse, projet web dynamique, vous avez un projet dans lequel vous avez le dossier source. C'est là où vous allez mettre le code source de l'application, généralement les classes. Vous avez un dossier web content, et dans le dossier web content, c'est là où vous allez mettre le contenu web. Tout ce qui est les pages JSP, CSS, JavaScript, les images, tout ce qui concerne le contenu web. Et dans web content, ça vous le savez, donc vous avez un dossier lib. Alors dans le dossier lib, donc on va mettre des librairies supplémentaires, en plus des librairies qui sont fournies par Tomcat. Parce que Tomcat, c'est le serveur d'application. Par exemple, on a besoin du pilote GDBC de MySQL. Donc, on va le copier directement dans le dossier lib.
Mais après, on va voir que pour JSP, on peut utiliser GSP standard, mais également on peut utiliser ce qu'on appelle GSTL. Alors en fait, justement, pour utiliser donc, les libres GSTL, c'est des tags libres JSP qui permettent de faciliter encore l'écriture de GSP, je vais vous montrer. On aura besoin, si vous voulez, d'ajouter ces tags libres, si vous voulez, quelques jars à l'application. C'est bon? Bien. Alors, maintenant, au niveau de la couche métier, comme vous voyez, donc, on aura besoin de créer d'abord les objets métiers. Alors, les objets métiers, pour nous, c'est produits. C'est les données manipulées par l'application, les entités de l'application. Alors, dans le package DAO, donc j'ai l'interface et DAO, j'ai produit DAO implémentation, j'ai juste singleton, j'ai un test. Il faut toujours tester la couche métier avant de passer à la suite. Bon, ici, donc, vous voyez le contrôleur, la couche web, vous avez le contrôleur et le modèle. Alors, pour la classe produit, bon, la classe produit, donc, comme vous voyez, donc, c'est une classe qui est généralement les entités de l'application, c'est des classes qui sont sérialisables. C'est pas obligatoire, mais je vous rappelle juste, quand vous implémentez l'interface sérialisable, ça veut dire que votre objet peut être sérialisé. Bon, dans Java, la sérialisation binaire en Java, c'est quoi? C'est prendre un objet, par exemple, de la RAM, avec ses attributs, ses méthodes et tout, et on peut l'enregistrer dans un flux, dans une sortie quelconque, ça peut être un fichier, hein, on peut enregistrer carrément un objet dans un fichier, ou tout simplement, on peut envoyer un objet via le réseau, d'une application vers une autre. Parce que souvent, dans les applications distribuées, à un moment donné, vos applications, ils vont échanger des produits, n'est-ce pas? Et quand vous avez un objet produit dans une couche DAO, à un moment donné, il va passer à la couche métier. Supposons que la couche DAO, c'est dans une machine et la couche métier dans une autre machine. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'objet produit, il va être sérialisé, il devient un tableau d'octets, c'est ce qu'on appelle la sérialisation binaire. Et après, de l'autre côté, on récupère un tableau d'octets, on reconstruit l'objet. C'est la désérialisation. Alors, si vous voulez faire la sérialisation Java, la sérialisation binaire dans Java, il y a une condition, c'est que la classe doit implémenter l'interface sérialisée. Ça, c'est de la sérialisation binaire. Mais si vous voulez passer à la sérialisation XML ou la sérialisation JSON, parce que c'est d'autres formats, vous n'avez pas besoin. Donc, implement serializable uniquement pour la sérialisation binaire. C'est bon? Donc, ici, donc, la classe produit, il est défini par son ID, désignation pré-quantité, après les getters et setters, un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres que vous générez. Alors, ce genre de classe, c'est ce qu'on appelle tout simplement un Java Bean. Java Bean. Une classe simple, sérialisable, les attributs privés, et avec les règles, les getters et setters, et il y a le constructeur sans paramètres, obligatoire. Parce que si vous générez un constructeur avec paramètres, généralement, vous aurez besoin de générer également le constructeur sans paramètres, n'est-ce pas? Il ne faut pas l'oublier parce que souvent, dans les frameworks, ils utilisent, si vous voulez, c'est-à-dire cette norme de Java Bean, ça veut dire que parfois, vous générez un constructeur avec paramètres, vous oubliez de générer le constructeur sans paramètres, mais après, pour instancier la classe, il utilise new instance, et vous savez, new instance fait appel au constructeur sans paramètres. Ben, il dit quoi donc? Vous bloquez, vous avez une exception qui est assez connue, non default constructor. Bon. C'est pour cela, il ne faut pas oublier de... À la rigueur, si vous ne générez pas de constructeur, vous avez le constructeur par défaut, donc il n'y a pas de problème. C'est bon? Mais pourquoi on l'appelle Java Bean? C'est quoi la signification de Java Bean? C'est quoi? Java, c'est quoi? Java, c'est café, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, l'origine de Java, c'est café, n'est-ce pas? En japonais, vous leur dites Java, c'est un mot d'origine, Java, c'est café, n'est-ce pas? Bean, ça veut dire un grain. Java Bean, ça veut dire quoi? Un grain de café. Pourquoi on l'appelle un grain de café? Parce qu'on estime que les applications J2E, quand ils s'exécutent, ils manipulent des données, des clients, des factures, des objets métiers, n'est-ce pas? Et on suppose que ces objets-là, l'objet client, l'objet produit, l'objet, ce qu'on appelle, c'est des grains de café qui portent des données, n'est-ce pas? Et la particularité de ces Java Bean, c'est qu'ils peuvent traverser toutes les couches de votre application. On va créer un Java Bean, un produit dans la couche DAO. À un moment donné, il va passer à la couche métier, parce qu'on a besoin de faire des traitements.
Après, il passe à la couche présentation, parce qu'on a besoin de récupérer les données pour les afficher. Donc, les seuls objets qui traversent toutes les couches de l'application, généralement, c'est JavaBeans. Ben, c'est pour cela qu'on les appelle les JavaBeans. C'est pour cela qu'ils sont sérialisables. Du coup, donc, quand vous voyez des applications Java distribuées, ben, tout simplement, vous imaginez, il y a plein de grains de café qui circulent sur le réseau, qui arrivent, etc. Enfin, si vous voulez savoir l'histoire un peu, pourquoi on les appelle les JavaBeans. JavaBeans, ça veut dire grain de café. Alors, oui? Tu veux qu'on change le café Java vers Samar? Ou je ne sais pas quoi. Pourquoi quoi? L'identité dans quoi? Ah, tu parles l'identité, l'entité, c'est pas l'identité. L'entité produit, pourquoi on la met dans le package métier? Ben écoutez, bon, le produit, c'est quel objet en principe? C'est un objet métier. Quand on le veut en or, qu'est-ce qu'on gère? Je veux créer une application qui permet de gérer des étudiants, des classes, des modules, des filières, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est quoi? C'est des objets métiers. Parce que quand vous êtes en train de travailler, votre application, vous manipulez ce qu'on appelle des objets métiers. Et généralement, les entités que vous manipulez, les structures de données manipulées qui sont persistantes dans les bases de données, bah, tout ce que vous avez dans la base de données, c'est des objets métiers. Parce que dans la réalité, c'est des objets métiers. Mais après, techniquement parlant, vous pouvez les déclarer dans DAO, et vous l'utilisez dans métier, vous l'utilisez dans web, oui. Donc c'est pour cela que je disais, de toute façon, c'est des classes que vous allez utiliser dans toutes les couches de l'application, c'est des entités. Mais quel est, si vous voulez, au niveau de la sémantique, quelle est leur place réelle? C'est des objets métiers. Donc c'est pour cela que les entités, je les mets souvent dans un truc métier. Mais si vous voulez, vous pouvez toujours mettre entities, par exemple, c'est les entités, c'est les structures de données. De toute façon, que vous les mettez dans DA au métier ou autre couche, c'est dans les packages, ça ne change absolument rien parce que de toute façon, vous allez les utiliser dans toutes les couches. Mais c'est des objets métiers. Alors, comment créer un singleton? Parce qu'on a besoin donc d'établir des connexions vers la base de données. Donc ça, vous avez déjà une idée. C'est qu'un singleton, c'est une classe généralement qui déclare une variable statique. Par exemple, je veux créer une connexion, je veux garantir que la création d'une seule connexion, quel que soit le nombre de clients, donc je vais déclarer une variable connection de type connection qui est statique, private, et souvent elle est final. Final, ça veut dire qu'une fois qu'il est créé, on ne va plus la modifier. Et quel est l'endroit idéal pour créer donc la connexion? C'est dans le bloc statique. Vous savez que dans Java, vous pouvez déclarer une classe et un bloc statique. Le bloc statique, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un constructeur. Mais quand est-ce que le bloc statique s'exécute? C'est au moment du chargement de la classe en mémoire. Quand vous chargez une classe en mémoire, de toute façon, pour utiliser une classe, il faut qu'il soit d'abord chargé en... Dès que la classe est chargée en mémoire, ben, tout simplement, la JVM exécute le bloc statique. Et comme une classe n'est chargée en mémoire qu'une seule fois, ben, ça veut dire que le bloc statique ne va s'exécuter une seule fois. Ben, si vous voulez, c'est l'endroit idéal, par exemple, dans Java, pour créer, par exemple, notre singleton. C'est ici que je vais dire, ben, je vais créer la connexion. Mais pour créer la connexion, il faut d'abord que je charge le pilote JDBC. Et après, je vais créer la connexion. drivermanager.getConnection, machin, l'URL, la base de données, username et le mot de passe. Je dois faire quand même un try catch parce que si le pilote GDBC n'existe pas, il génère une exception. S'il y a un problème de connexion, il va générer une connexion. Et je ferme le bloc statique. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens tout simplement de créer un bloc statique qui permet de créer la connexion. Après, comme la variable connection est privée, donc on a besoin de créer la méthode getConnection. Elle-même est statique. Dans un singleton, tout est statique. Dans getConnection, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner la connexion. Ça veut dire quoi? À chaque fois maintenant, si je veux me connecter à la base de données, j'écris tout simplement singleton connection.getConnection. Alors, si la première fois que j'appelle cette méthode, qu'est-ce qui va se passer? La classe est d'abord chargée en mémoire. Si la classe est chargée en mémoire, ça veut dire qu'il y a création d'abord de
la connexion. Et après, je retourne la connexion créée. Mais si c'est la deuxième fois que j'appelle la méthode getConnection dans mon application, donc qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner la connexion qui est déjà créée. Bon, et du coup, donc ça c'est finalement singleton.getConnection. Vous avez toujours un seul objet qui est créé au début. Il va rester jusqu'à la fin de votre application. Mais il faut faire attention quand vous utilisez singleton, il ne faut pas fermer les connexions. Parce que si vous fermez à un moment donné la connexion, parce que là vous êtes singleton, ça veut dire que vous dites je vais créer la connexion, il va rester en mémoire jusqu'à ce que j'arrête l'application. Vous utilisez la même connexion. Donc si vous fermez la connexion, ça veut dire qu'il va falloir la recréer. Du coup, dans ce cas-là, si vous voulez à chaque fois fermer la connexion, il faudrait, dans la méthode getConnection, faire un test. If connection égale à nul, qu'est-ce que vous faites? Il faut la créer. Et dans ce cas-là, si vous la créez, à nouveau, donc on revient vers un système un peu plus lourd. Pas de question? Singleton. OK. Alors, une fois qu'on a créé le singleton connection, on va passer à créer donc, les traitements métiers de l'application. On va créer une interface et produit DAO. En principe, dans la pratique, par exemple, pour chaque entité que vous créez, il faut créer une interface DAO, produit DAO. On l'appelle généralement produit repository, ou je ne sais pas quoi, c'est des termes utilisés, dans laquelle vous allez déclarer toutes les méthodes qui permettent de gérer les produits. Ajouter un produit, chercher un produit, éditer un produit, modifier le produit, supprimer le produit. Donc toutes les méthodes pour gérer les produits, il faut les déclarer dans une interface. On va créer cette interface, public interface et produit DAO. Alors pour le moment, je vous montre juste deux cas. Par exemple, je veux que mon application puisse enregistrer un produit, donc je vais créer la méthode save. Alors bien sûr, pour enregistrer un produit, donc je lui donne comme paramètre un objet de type produit. Généralement, la méthode save qui enregistre le produit, qu'est-ce qu'il retourne? Elle retourne le produit qui est enregistré. Vous pouvez mettre void, ça marche. Mais souvent, quand on enregistre, on a besoin de récupérer l'objet retourné. Pourquoi? Parce que parfois, quand vous allez faire une inscription, quand vous allez vous inscrire quelque part, par exemple, vous avez par la suite une vue qui montre la confirmation. Comme quoi les données telle entité, etc. reçues, etc. Du coup, donc, pour ne pas appeler une autre méthode qui retourne, mais la méthode save elle-même, il va retourner le produit qui est créé. Et c'est important, pourquoi? Parce que parfois, quand vous allez saisir un produit, vous allez saisir la désignation, le prix, la quantité, mais vous n'allez pas saisir le ID, parce qu'il est auto-incrémenté. Mais quand je retourne le produit, je retourne le produit avec le ID qui a été plutôt spécifié dans la base. Et du coup, donc ça, c'est les bonnes pratiques, si vous voulez. On va voir comment faire ça. Alors, l'autre opération, c'est la méthode qui permet de chercher les produits par mot-clé. Donc, j'ai produit par mot-clé, donc je donne le mot-clé, je récupère une liste de produits. Bon, ça, c'est le besoin fonctionnel. Mais en réalité, dans votre TP que vous allez faire 4 éditer le produit, supprimer, et toutes les opérations, parce que vous allez faire tout en une seule application. Alors maintenant, on a l'interface, on veut créer une implémentation de cette interface. Une implémentation JDBC de cette interface. Alors, classe DAO implémentation, implements et DAO. Je dois, bien sûr, quand vous implémentez une interface, ça veut dire que vous allez redéfinir toutes les méthodes de cette interface. On a vu, généralement, qu'est-ce qui crée l'interface? C'est le concepteur. Et qu'est-ce qui crée les classes? C'est le développeur. Alors, je suis concepteur, je sais ce que je veux faire. Donc, c'est à moi de définir quelles sont les méthodes, quels sont les paramètres d'entrée, les paramètres de sortie. Ça relève de la conception. Mais quand je crée une classe, je suis un développeur. Parfois, dans une entreprise, c'est-à-dire c'est deux métiers différents. Le concepteur, il fait son travail. Après, les développeurs viendront après par la suite. Chacun crée une implémentation. Et toi, tu es un développeur, je te demande de me créer une implémentation JDBC de cette interface. Je ne veux pas de framework. Mais l'autre, je vais lui demander, crée-moi une implémentation basée sur GPA. Et l'autre, je vais lui dire, crée-moi une implémentation basée sur un framework Toplink. C'est-à-dire, je peux, toujours la même interface, mais je peux créer plusieurs implémentations. Après, je vais peut-être utiliser une implémentation ou l'autre, etc. Donc, ça, c'est juste... Donc, la méthode save, et on va redéfinir également la méthode produite par mot-clé. Alors, d'ailleurs, avec, par exemple, Eclipse ou l'IDE que vous utilisez,
Quand vous implémentez la méthode, il vous demande, il faut redéfinir les méthodes, vous dites implémenter les méthodes, il vous génère ce code. Ce code que vous voyez là, ce que vous voyez dans la classe, c'est pas un, c'est des copier-coller, n'est-ce pas? Parce que quand vous écrivez ça, ne me dites pas que vous êtes en train de faire la programmation jusque-là. Vous n'êtes pas encore programmeur. Pourquoi? Parce qu'à la rigueur, le concepteur peut créer ça. Parce que le concepteur, quand il crée une classe, il peut toujours, l'interface, il peut toujours créer une classe qui implémente l'interface, il redéfinit les méthodes. Et après, il vous laisse ici donc le commentaire to do. N'est-ce pas? Ça veut dire maintenant, vous êtes le développeur, votre travail, c'est tout simplement de programmer, d'écrire le code de ces méthodes. Ce code-là, il ne faut pas... Si vous touchez à ce code, c'est que vous êtes en train de changer la conception. C'est que vous êtes hors sujet. C'est hors sujet. Pas d'autre terme, c'est que hors sujet. Parce que parfois, vous implémentez des interfaces et après, il y a un qui va ajouter un paramètre à la méthode. C'est pas, parfois, il y a des programmeurs qui... Je ne sais pas ce qu'ils imaginent, mais en tout cas, dans l'ingénierie logicielle, c'est qu'il y a... Quand on met en place des interfaces, c'est qu'on est bien parti sur une conception. Il faut respecter d'ailleurs une interface et un contrat. C'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici dans la méthode save et qu'est-ce qu'on va mettre dans l'autre méthode? Alors d'abord, dans la méthode save, d'abord pour chercher les produits par mots-clés, c'est la plus simple. On a montré tout, enfin la plus simple, tout est simple, il n'y a pas de problème. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le code que j'ai montré tout à l'heure. Je vais créer d'abord une liste de produits. J'ai besoin d'une connexion. Maintenant, la connexion, c'est singleton connection.get connection. Bon, j'appelle le singleton. Ensuite, je vais créer un prepare statement. Donc, je prépare la requête. Select étoile from produit where designation like point d'interrogation. Je remplace le point d'interrogation par sa valeur. Donc, avec ici le premier point d'interrogation, je le remplace par MC. J'exécute la requête avec execute query et après while rs.next. Pour chaque ligne, je vais créer un produit. Ça, c'est ce que je viens de montrer tout à l'heure. Et après, je prends la valeur de la colonne ID, je la stocke dans la variable ID. Je prends la valeur de la colonne désignation, je la mets dans la variable désignation. La même chose pour le prix, la même chose pour la quantité. Mais juste, il faut respecter les types. Get double, get int, get string. Parce que là, vous êtes en train de faire une conversion. J'ajoute le produit à la liste et à la fin, je vais retourner la liste des produits. Sans oublier de faire un catch ici, parce que de toute façon, quand vous créez un objet prepare statement, il faut s'attendre à une exception de type SQL exception. Alors ça, c'est la méthode de l'implémentation, c'est-à-dire que le programmeur, si le concepteur fait ça, fait ce travail-là, tout simplement le développeur, lui, il va implémenter le contenu de cette méthode. Alors bien sûr, si vous êtes là, vous êtes le concepteur et vous êtes le développeur. Il n'y a personne qui va vous concevoir l'application, il n'y a personne qui va vous développer votre application. Ça veut dire que vous créez votre interface et vous créez votre implémentation. Mais quand vous créez l'interface, dites-vous que vous êtes en train de faire le travail du concepteur. Et que vous êtes en train d'obliger quelqu'un qui doit développer cette implémentation. Qui est ce quelqu'un-là? C'est vous. Vous êtes en train de vous obliger de faire des choses. Dans le domaine de la psychologie, ça c'est ce qu'on appelle, je sais pas, c'est une maladie. Je crée une interface parce que je suis obligé, quelqu'un qui va développer ça, je dois l'obliger quand même qu'il ne fasse pas des fausses pistes, etc. Donc je suis en train de lui créer des contrats qu'il doit respecter. Mais c'est qui ce quelqu'un? De toute façon, je suis le seul dans le projet, c'est moi. Et pourtant, c'est dans l'ingénierie logicielle, c'est comme ça. Parce que si vous ne pensez pas comme ça, vous ne serez jamais ingénieur logiciel. Vous serez un développeur peut-être, mais quand je parle ingénieur logiciel, il faut toujours penser à l'industrie des logiciels. C'est bon? Alors pour la méthode save, qu'est-ce qu'on va faire? Save, produit. Alors la même chose, on a besoin d'une connexion. On a besoin de quoi? De créer un objet prepare statement. Sauf que cette fois-ci, la requête, c'est insert into produit, désignation, prix, quantité, values,
point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Alors maintenant, chaque point d'interrogation, il faut le remplacer par sa valeur. Donc ps.set int 1. C'est quoi 1? Pour moi, 1, ça devrait, le premier point d'interrogation, ça représente quoi? C'est la désignation. Il est où la désignation? C'est dans l'objet P. C'est p.get désignation. ps.setDouble2, p.getPrix. ps.setInt3, p.getQuantité. J'insère. Pour exécuter une requête de type insert ou bien delete ou bien update, on fait appel à la méthode execute update. Alors maintenant, on a exécuté, mais on a quand même besoin de récupérer le ID de l'enregistrement parce qu'il n'y a que le SGBD qui contient un compteur qui sait que le ID du produit qui a été ajouté. Bon, j'ai besoin de récupérer ce ID. Bon, il existe plusieurs techniques. Alors si vous cherchez vous-même à monter une technique un peu spéciale, ben, tout simplement, on va encore exécuter une autre requête qui va nous permettre de récupérer le ID. Et pour moi, le ID, c'est quoi? C'est le dernier, le max, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que je vais créer encore un autre objet prepare statement. La requête, c'est quoi? C'est select max de ID. As max ID from produit. Et j'exécute la requête. Exécute. Alors, RS, pour moi, il y a combien de... bon, ça, RS, ça veut dire qu'il contient le... Alors maintenant, et après, je dis if RS, parce que normalement, j'ai déjà inséré. Mais je dois quand même retourner un objet produit. N'est-ce pas? Et pour le retourner, j'ai le produit que je viens d'ajouter. If rs.next, c'est-à-dire s'il y a un résultat, qu'est-ce que je fais? À quoi est égal p.setID? Parce que le ID que j'ai, le produit que j'ai ici, son ID, il est nul. Parce que je ne l'ai pas. C'est pas. Dans la scission, on ne va pas saisir le ID. Parce qu'on suppose qu'il est auto-incrément. Donc cet ID, c'est quoi? C'est rs.getLong max ID. C'est quoi max ID? C'est tout simplement, c'est max de ID. Et à la fin, je vais retourner le produit. Alors là, je ferme l'objet prepare statement. Alors ça, c'est une technique. Mais il y a plein de failles ici. Hein. Alors si vous cherchez, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on n'a pas utilisé des transactions. C'est quoi le risque? Le risque, c'est la catastrophe. C'est que, heureusement qu'il y a un seul... heureusement qu'il y a le singleton. Parce que le singleton, ça veut dire quand il y a un thread qui prend l'objet singleton, il ne va pas le lâcher jusqu'à ce qu'il termine, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes dans plusieurs threads qui appellent la méthode en même temps, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'insère, il y a un autre qui va insérer, je récupère le ID. Ce n'est pas le ID du produit qui a été ajouté, donc si on n'a pas prévu que la méthode soit transactionnelle, ça peut générer. Mais généralement, les frameworks, ils font ce genre de choses. Quand on va utiliser par exemple Hibernate, vous lui dites save, et save, il te donne l'objet enregistré. Mais ça veut dire que... bon, ça c'est une solution, mais il y a d'autres solutions. Et je vous montre juste quelques solutions. C'est exprès, je laisse des failles parfois. Au niveau fonctionnel, ça marche. Mais à un moment donné, quand on va passer au framework, on va dire, tenez l'exemple qu'on avait montré la dernière fois, ça marchait bien et pour vous, il n'y a pas de problème. Mais quand vous serez dans telle situation, ça peut poser des problèmes. Question? Non. C'est bon? Ben, on a terminé la couche DAO, ou bien la couche métier. Maintenant, il faut la tester. Alors, pour la tester, en principe, vous pouvez créer un simple test comme ça. Par exemple, une classe avec la méthode main. Vous créez un objet de type produit implémentation. Et après, vous voulez ajouter un produit, vous dites par exemple DAO.save. Je veux enregistrer un produit. Mais pour enregistrer un produit, vous avez new. Je vais créer un produit, je lui donne la désignation, le prix et la quantité. Bien sûr, le produit que je viens d'ajouter, je récupère comme résultat P1. Alors maintenant, si vous voulez afficher le produit P1 qui vient d'être ajouté, vous pouvez l'afficher. Vous utilisez system.out.println P1.toString et vous allez voir son ID et tout ce qu'il contient. DAO.save. J'ajoute un deuxième produit. J'affiche P1, j'affiche P2. Je vais chercher les produits. DAO.produit par mot-clé, je mets un H
Un mot-clé avec un pourcentage avant et un pourcentage après. Parce qu'en fait, moi, j'ai un like. Like, ça veut dire quoi? Quels que soient les caractères avant et quels que soient les caractères après. Si vous remarquez bien, je n'ai pas mis ça dans la requête. N'est-ce pas? Mais justement, je n'ai pas mis ça dans la requête. Ici, vous avez ps.setString 1mc. N'est-ce pas? C'est mieux. Pourquoi? Parce que si je mets ici pourcentage avant, pourcentage, je peux la mettre ici. Pourcentage avant, pourcentage après, ça marche aussi. Mais si vous la mettez là, ça veut dire que de toute façon, c'est figé, c'est quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Mais ici, l'avantage, c'est quoi? C'est la couche présentation qui décide quelle recherche. Par exemple, l'utilisateur lui-même, je veux les produits qui commencent par. Alors, commence par, on va pas mettre ici pourcentage, on va dire le mot-clé pourcentage. Donc, c'est-à-dire au niveau de la couche présentation, je peux composer ce mot-clé comme ça peut devenir quelque chose qui est paramétrable. Donc, je préfère souvent travailler comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est les jokers SQL, généralement, vous les laissez à la couche. C'est-à-dire ils viennent avec le mot-clé. Et quand ils atterrissent vers l'application, tout simplement pour l'application, c'est juste une chaîne de caractères, mais comme ils contiennent ces jokers comme ça, donc il va les utiliser dans le bon sens. C'est bon? Et après, on va parcourir la liste des produits pour afficher. Oui? Oui? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi on la met? Oui, mais si vous mettez H tout court, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une requête select étoile from produit where désignation like H. Bon, like H sans par exemple ces caractères, ça veut dire il va vous tout simplement par défaut, ça veut dire que ça commence par H. Mais moi je veux quels que soient les caractères avant, contient, exactement contient. Comment vous le faites? Vous le faites avec ça. Vous dites au moteur SQL, cherche-moi les produits qui contiennent H. C'est pas qu'ils commencent par H, qui contiennent. C'est clair? Bon, on a terminé la couche DAO. On a terminé la couche DAO. Vous voyez donc tout ça. Mais le test que nous faisons ici, c'est un test, une classe avec méthode main. Mais en réalité, pour faire les tests, vous devrez commencer à utiliser JUnit. Bon, les prochains TP, donc... En fait, pour faire un test unitaire, on utilise généralement des frameworks comme JUnit pour automatiser les tests. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi le test unitaire? C'est-à-dire c'est une classe qui permet de tester si une implémentation d'une classe marche bien ou pas. N'est-ce pas? Alors, si vous créez des tests unitaires comme ça avec des systèmes .out.println, ça veut dire je suis un chef de projet, j'ai une centaine de développeurs, chacun crée des classes, il crée un test unitaire. Moi, si je veux savoir si tous les tests qu'ils ont faits sont corrects, je suis obligé d'exécuter chaque test à part, je dois saisir des données, je dois regarder avec mes yeux si ça marche ou ça ne marche pas. Alors, quand on fait une modification, je me balade sur les codes, quand je fais une modification quelque part dans le projet, il faut également réexécuter tous les tests unitaires pour savoir est-ce que la modification que j'ai faite n'impacte pas les frontières, c'est-à-dire d'autres parties de l'application. Dans ce cas-là, il faut un framework qui permet d'automatiser les tests. Parmi les frameworks, il y a JUnit. Avec JUnit, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire tout simplement, je vais instancier la classe, je vais insérer des données, je récupère des données et je compare ces données que j'ai récupérées, est-ce qu'ils sont les mêmes que les données que j'ai insérées? Si c'est la même chose, donc je fais par exemple, je vais dire au framework c'est OK. Sinon, je dis c'est pas OK. Il dit donc avec un outil comme Maven, qu'on va utiliser également, on va taper la commande sur le projet mvn test, Maven test. Ça veut dire quoi Maven test? Je demande à Maven, parcours-moi tout le projet. À chaque fois que tu trouves un test unitaire JUnit, parce qu'il y a des centaines de tests unitaires, tu vas l'exécuter avec JUnit. Donc, vous voyez, donc Maven, il charge JUnit, il demande d'exécuter le test s'exécute, et le test, il va dire à JUnit, c'est OK ou bien c'est pas OK. Et du coup, donc, au final, on automatise tout ça. Et du coup, à la fin, qu'est-ce que je vois? Je vois quels sont les tests qui ont réussi, quels sont les tests qui ont
échouer. S'il y a un problème quelque part dans ça, on va le localiser. Quand on cherche la qualité logicielle, on ne peut pas se permettre de créer une application sans créer des tests unitaires. J'ai une idée, il fait tous les tests unitaires, les tests d'intégration, Non, les tests unitaires. Alors, les tests d'intégration, ça c'est autre chose. Donc, tests unitaires, tests de sécurité, tests fonctionnels, tests, vous aurez la tête bourrée de tests, mais en tout cas, JUnit, c'est pour les tests unitaires. Et la base des tests, généralement, c'est le test unitaire. Parce que s'il n'y a pas de test unitaire, tu ne peux pas parler des tests d'intégration. Il faut d'abord développer des tests unitaires sur chaque entité que vous créez, il faut la tester. Alors, de toute façon, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs dans vos TP. On va souvent créer des tests unitaires avec JUnit, comme ça c'est plus pratique. C'est bon? Alors maintenant, au niveau de la couche web. Au niveau de la couche web, on va commencer par quoi? Parce qu'on va respecter le pattern MVC. Donc on va respecter le pattern MVC. Donc il y a le modèle, il y a le contrôleur, il y a la vue. On commence par quoi? On commence par créer d'abord le modèle. À vrai dire, si j'utilise, je peux bien m'en passer, je peux utiliser le modèle comme étant par exemple un objet de type réaliste. Je peux dire que mon modèle, ça peut être un objet produit, n'est-ce pas? Mais dans des cas, par exemple, je vais saisir des données qui doivent être validées, ben, tout simplement, j'ai besoin de créer un truc comme ça. Par exemple, ici, je suis en train de faire une recherche, je vais créer une classe qui s'appelle produit modèle, dans laquelle, qu'est-ce que je vais déclarer? Le mot-clé, c'est la donnée que je vais saisir, et liste produit, c'est le résultat que je vais afficher. Voilà. Donc le modèle, c'est quoi? C'est produit modèle. Donc j'ai deux attributs, mots-clés. Je mets une valeur par défaut, une chaîne vide. Pourquoi? Parce que la zone de texte, il affiche une valeur par défaut. Ce qui va s'afficher dans la zone de texte de recherche par défaut, c'est ce que vous mettez ici. Alors si vous voulez mettre ici quelque chose d'autre par défaut, vous le mettez là. Parce que souvent, on fait toujours ce qu'on appelle un data binding entre le modèle et la vue. Toutes les données qui se trouvent dans le modèle, elles sont dans la vue. Tout ce qu'on voit dans la vue, il est stocké dans le modèle. Alors, c'est bien ça le principe modèle view, view modèle. Mais après, par la suite, la communication entre les deux se fait via le contrôleur. Donc, on est dans MVC. Après, vous générez les getters et setters. Alors, l'autre attribut, bien sûr, c'est produit, c'est new array list. La même chose, je l'initialise. Une liste qui est vide au départ. C'est-à-dire que la vue, quand il s'affiche, on va parcourir cette liste-là, ben on va rien trouver, donc on n'affiche rien. Le contrôleur. Alors, nous avons déjà dit la dernière fois qu'une servlet, c'est quoi? Un contrôleur, c'est une classe Java qui hérite de la classe HTTP servlet. Et que pour déployer un contrôleur, une servlet, il existe deux manières de faire. Soit utiliser le fichier web.xml, que je vais vous montrer tout à l'heure, je vous rappelle, ou tout simplement vous utilisez la notation web servlet. Avec la notation web servlet ici, donc je peux nommer cette servlet CS, et après avec URL pattern, je mets par exemple étoile.do. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette servlet-là, comment il sera appelé à partir d'un navigateur web. N'importe quel URL qui se termine par .do, vous pouvez mettre chercher .do, ajouter .do, éditer .do. Donc pour moi, de toute façon, toutes les actions que je vais exécuter, elles vont se terminer par .do. Alors je l'ai expliqué déjà la dernière fois, vous mettez .do, vous mettez /étoile, ou vous mettez étoile.php, peu importe. L'essentiel, c'est à vous de mettre ce que vous voulez imposer au navigateur, à la vue, pour invoquer le contrôleur. Bien. Alors maintenant, un contrôleur, d'une manière générale, il a toujours besoin de la couche métier. C'est bon? Alors, c'est pour cela qu'on va déclarer une variable métier de quel type? Je sais que tous les traitements dont j'aurai besoin, ils se trouvent dans l'interface et produit DAO. Alors, j'utilise ici l'interface pour utiliser le couplage faible. Alors, l'idéal ici, donc, c'est de faire par la suite un mécanisme d'injection des
des dépendances. Mais ici, donc, je ne vais pas utiliser donc, un mécanisme d'injection des dépendances. Mais ce que je vais faire, c'est que dans la méthode init, je vous rappelle que une servlette, quand elle est instanciée, la première méthode qui est appelée après instanciation, c'est la méthode init. Donc Tomcat, c'est lui qui va instancier la servlette, c'est lui qui va appeler la méthode init. Et dans la méthode init, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais dire tout simplement métier égale new. Ça veut dire que la couche métier, je vais l'instancier également une seule fois. N'est-ce pas? Si vous utilisez votre framework que vous avez développé jusqu'à présent, qui est l'injection des dépendances, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il va lire un fichier XML dans lequel on va lire quoi? Le nom de cette classe. On va la faire for name, new instance, et on va l'injecter directement dans l'objet métier. Et ça, généralement, on va utiliser Spring pour faire ça. Ou bien, dans l'environnement J2E, on utilise CDI ou EJB pour faire l'injection des dépendances. Alors, quand on va travailler avec Spring, vous allez voir souvent des trucs ici, métier, vous travaillez une annotation auto-wired juste avant. Auto-wired, ça veut dire que vous demandez à Spring, cherche-moi dans la liste des objets que tu as déjà créés au démarrage, cherche-moi un objet qui implémente cette interface-là, tu vas l'injecter. Donc, bien qu'avec l'annotation, on fait des injections. Mais ici, donc, il n'y a pas de framework, ça veut dire qu'il n'y a que votre code qui est là. Métier égale new, métier implémentation. Je le fais dans init. C'est correct. Mais il y a des couplages forts. Ça veut dire que si vous décidez de créer une nouvelle implémentation métier, par exemple dans laquelle vous utilisez Hibernate au lieu d'utiliser GDBC, tout simplement vous serez obligé de modifier ce code. Et si après vous mettez new produit DAO implémentation version 2. Mais si vous passez via un fichier de configuration, etc., le principe de l'injection, le problème ne va pas se poser. N'est-ce pas? Après, on va définir les méthodes doGet, de post. Alors, doGet, alors généralement, quand vous faites la recherche, souvent la recherche, la consultation, c'est des get. C'est des requêtes avec get. Mais quand vous faites save, enregistrer, ou bien mettre à jour, on fait des requêtes avec post. Ça veut dire que si vous voulez créer une application qui permet de chercher, de faire l'ajout, la suppression, ça veut dire que notre contrôleur, il va répondre à des requêtes avec get, mais également à des requêtes avec post, peut-être put et delete, n'est-ce pas? Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la méthode doGet, la méthode doGet, donc je rappelle, c'est une méthode qui reçoit deux paramètres. Enfin, toutes les méthodes de servlet, c'est comme ça. Il y a HTTP servlet request, donc c'est l'objet request avec lequel on peut lire les données de la requête. Il y a HTTP servlet response, c'est l'objet response avec lequel on peut envoyer la réponse HTTP. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors généralement, je sais que mon contrôleur, je peux l'appeler par soit chercher point d'eau, je peux l'appeler par ajouter point d'eau, je peux, etc. Donc à un moment donné, le contrôleur, il a besoin de savoir, ou chercher, ou l'ajouter, ou supprimer, je ne sais pas. Donc quel est le moyen qui va nous permettre de faire ça? On va d'abord utiliser request.getServletPath. En fait, request.getServletPath, qu'est-ce qu'il vous retourne? Vous savez, votre URL, il y a http localhost / le projet / le path. Vous mettez ajouter point .2. Donc finalement, si vous mettez par exemple ici getServletPath, vous allez retrouver quelle est l'URL qui a été utilisée pour accéder à ce contrôleur. Donc ça peut être chercher point .2 ou bien index.2, je ne sais pas quoi. Et après, vous faites un test. Alors maintenant, ici, on va rentrer dans, si vous voulez utiliser un seul contrôleur pour toute l'application, là, on sera obligé de faire des tests, n'est-ce pas? On va utiliser ifpath.equals index.do. Je suppose que la première requête que je vais envoyer, c'est index.do, qui va m'afficher la vue. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Quand je dis index.do, tout simplement le contrôleur, il va m'afficher la vue. Il va faire un forward vers la vue JSP. C'est-à-dire, j'affiche d'abord la vue. Pour afficher donc la vue JSP, donc je vais utiliser request.getRequestDispatcher. Donc ça veut dire ici, j'appelle produit.jsp. C'est une vue JSP que je vais créer. Mais je fais un forward. Donc je fais un forward vers cette vue-là et je lui transmets quoi? L'objet request et l'objet response. Alors c'est quoi un forward? Ça veut dire que moi je suis le contrôleur, je reçois une requête, je fais des choses et la même requête, je l'envoie vers la vue. Et la vue, il va faire le reste. N'est-ce pas?
Ça s'appelle forwarding, n'est-ce pas? C'est pas une redirection. Parce que si vous vous rappelez la redirection, c'est quoi la différence entre forward et redirection? C'est quoi? C'est quoi la différence entre forward et redirection? Ouais, il va répondre à lui. Oui? Pour forward, c'est pour compléter un traitement quelqu'un ou pour redirection, c'est rediriger tout. Oui, techniquement, oui, mais les détails, tu n'as pas précisé la différence. Parce que la différence, elle est grande. Donc, juste, il faut. Ouais. Noter header, mais oui, il y a ça. Bon. Alors, je reviens au cours de la dernière. Oui. Dans une application, entre ces la redirection entre les applications externes. Vous pouvez dire ça, oui. La redirection entre des applications externes. Mais globalement, juste techniquement parlant, la différence, elle est là. Alors, quand vous faites un forward, c'est que vous avez ici, par exemple, le client HTTP, il envoie la requête vers le contrôleur. Le contrôleur, il va faire un traitement. Après, par la suite, il termine, il stocke peut-être le résultat dans le modèle. Et après, il va appeler la vue. Mais quand il va appeler la vue, donc, cette opération s'appelle forward. Mais il ne faut pas oublier que la vue JSP elle-même, c'est une servlette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une servlette qui travaille, mais après, il va transmettre sa requête vers une autre servlette qui va faire le reste. C'est du forward. La vue, il fait le reste, il génère un résultat directement qui est envoyé vers le client. Pourquoi? Parce qu'en fait, le contrôleur, dans le forward, on transmet à la vue les objets request et response. Ça veut dire que la vue elle-même, il peut utiliser le même objet request, c'est-à-dire il peut même récupérer les mêmes données saisies par l'utilisateur. Il peut également utiliser le même objet response pour envoyer la réponse vers l'utilisateur. Ça, c'est le forward. Alors, dans le forward, c'est comme si vous appelez quelqu'un par téléphone, vous appelez une personne, monsieur, c'est le contrôleur, je veux un service. Ben, il vous dit, attendez, je ne peux pas vous donner la réponse, parce qu'il n'a pas de réponse, il ne peut pas vous répondre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Attendez. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il va appeler un ami ou quelqu'un juste à côté, il va lui poser votre question, n'est-ce pas? L'autre personne va lui répondre, et après il vous dit, voilà la réponse. Donc pour vous, vous ne connaissez pas cette personne. Vous connaissez que ce contrôleur. Je lui pose la question, à la fin, c'est le contrôleur qui va me répondre. Mais ça, c'est une cuisine interne du contrôleur. Lui, il s'appuie sur d'autres personnes, d'autres composants pour faire le travail. Ça, c'est du forward, n'est-ce pas? Alors que la redirection, c'est différent. Et pour faire le forward, donc, vous voyez, donc, on utilise request.getRequestDispatcher. On fait appel à la vue. Mais après, vous utilisez forward. Et après, vous lui transmettez l'objet request et l'objet response. Ça, c'est forward. Alors que la redirection, c'est complètement différent. La redirection, c'est que vous envoyez la requête vers le contrôleur. Quand vous faites la redirection, notamment avec la redirection, on utilise l'objet response. Ce n'est pas l'objet request, c'est complètement différent. Response.send_redirect_view.jsp, c'est une redirection. Quand vous dites send redirect vers view.jsp, qu'est-ce qu'il fait le contrôleur? En fait, il envoie une réponse. Oui, il envoie une réponse vers le navigateur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il met dans cette réponse? Il y a un status code qu'on a vu la dernière fois, c'est 301, c'est la redirection. Avec 301, mais en même temps, il envoie une entête qui s'appelle location, dans laquelle il met view.jsp. Alors, le navigateur, il reçoit donc cette réponse-là. Le browser, l'utilisateur, oui, il ne voit pas souvent ces petits détails, parce que c'est rapide. Bon, c'est une réponse, mais automatiquement, juste une fois qu'il reçoit cette redirection, le navigateur, il envoie une autre requête HTTP, mais cette fois-ci vers la page JSP. Et la page JSP fait un traitement, il lui rend le résultat. Alors, dans ce cas-là, il s'agit de combien de requêtes? C'est 2 requêtes. Si vous avez saisi une donnée, par exemple, dans la première requête, vous l'envoyez vers le contrôleur. Si vous faites la redirection et vous appelez la vue, cette donnée-là, elle est perdue. Si vous ne l'avez pas stockée dans
la session, parce que c'est une redirection. Ou bien si vous ne l'envoyez pas FliURL, parce qu'il y a des mécanismes qu'il faut utiliser. Mais généralement, la redirection, ne l'utilisez dans MVC, on n'utilise pas on utilise des redirections, mais dans des cas vraiment là où il faut. Mais dans la majorité des cas, on utilise des forward, n'est-ce pas? Alors si je reviens à l'exemple de tout à l'heure, que ça peut vous éclairer un peu. Vous appelez là une personne qui est le contrôleur, vous lui dites je veux un service. Ben, il vous dit je ne peux pas vous répondre, mais par contre je vais vous donner le numéro de téléphone d'une autre personne que vous allez appeler. Donc il vous donne le numéro de téléphone et vous appelez une autre personne, vous lui posez votre question, il vous donne là. Ça c'est la redirection. Et l'autre c'est forward. C'est bon? D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous faites un forward, regardez ici, vous tapez index.do, vous avez le résultat. Finalement, ce résultat-là, il vous provient d'où? C'est de la JSP, mais moi, j'appelle que le contrôleur. C'est le contrôleur qui répond. Mais si vous êtes dans la redirection, vous tapez contrôleur.do, et qu'est-ce que vous recevez? Exemple 1.jsp. C'est-à-dire ici, donc, je vois bien ce que je vais saisir là, il est différent de ce qui est affiché au niveau de l'URL, parce qu'en fait, mon navigateur vient de faire une nouvelle requête sans lui demander. C'est de la redirection. Alors, si vous revenez aux petits détails qu'on a fait la dernière fois sur le protocole HTTP, ça explique ce concept-là. Donc, pour MVC, quand vous implémentez le pattern MVC, vous pouvez utiliser forward comme vous pouvez utiliser la redirection. Alors, dans forward, dans la majorité des cas, mais la redirection, quand vraiment il faut faire une redirection. Il y a des cas où on a besoin de faire des redirections. Même s'il s'agit dans le même site. Mais par contre, si vous voulez vous voulez rediriger vers une autre application externe, comme il a dit, alors là, vous ne pouvez pas faire forward, il faut faire la redirection. Parce que là, vous passez vraiment vers un autre site. Attention parce que les gens qui développent avec PHP, souvent quand ils implémentent le pattern MVC, ils utilisent beaucoup header location, n'est-ce pas? Header location. Quand vous dites header location de point machin, c'est une redirection. C'est-à-dire vous utilisez tout le temps la redirection. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin de redirection. Parce que vous voulez passer du contrôleur vers la vue. Donc vous n'avez pas besoin. Alors dans ce cas-là, vous utilisez require once, par exemple, la vue JSP. Ça veut dire que c'est la même requête, mais je passe d'un script PHP vers un autre script PHP. Donc ça, c'est le forward. Quand vous utilisez require ou require once ou parfois include, donc c'est du forward en quelque sorte. C'est clair? Alors on était sur le contrôleur. On a vu donc notre contrôleur, donc il reçoit donc ça, index.do. Alors si par exemple la requête commence plutôt contient l'URL index.do, donc je fais appel à la vue JSP. La vue JSP va s'afficher. Qu'est-ce qu'il y aura dans la vue? Donc on va saisir un mot-clé et on va cliquer sur le bouton chercher. Donc ça veut dire qu'on va ajouter encore else if. Parce que mon contrôleur, il peut faire beaucoup de choses. Toujours dans get. Else if path.equals chercher.do. Ça veut dire que pour moi, quand est-ce que j'appelle chercher.do? Quand je clique sur le bouton chercher. C'est-à-dire mon formulaire, le action de mon formulaire qui permet de faire la recherche, il utilise l'action chercher. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le mot-clé qui a été saisi. Je suppose que j'ai une zone de texte qui s'appelle mot-clé. Request.get paramètre mot-clé. Ensuite, je vais créer le modèle. Donc, vous voyez, donc le contrôleur, il va instancier le modèle, new produit modèle. Je vais stocker le mot-clé dans le modèle parce que nous avons dit que toutes les données saisies par l'utilisateur, elles vont directement vers le modèle. Je vais utiliser ici donc modèle.set mot-clé, c'est mot-clé. Je vais faire appel à la couche métier. Produit métier.produit par mot-clé, je donne le mot-clé avec un pourcentage avant, un pourcentage après. Là, ici, j'impose au niveau du contrôleur, quels que soient les caractères avant, quels que soient les caractères après. Je récupère la liste des produits. Cette liste-là, où est-ce qu'on va la mettre? On va encore la mettre dans le modèle. Modèle.set produit. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de lire les données de la requête, je viens d'instancier le modèle, j'ai stocké les données de la requête dans le modèle, je fais appel à la couche métier, je récupère un résultat et je stocke le résultat dans le modèle. Le
contrôleur, il a fait son travail. Il n'a quand même pas fait quelque chose qu'il devrait faire. C'est quoi? C'est que il doit d'abord vérifier le mot-clé, est-ce qu'il valide, est-ce qu'il l'a donné. La validation, ici, on ne l'a pas fait. Mais généralement, avant de faire ça, il faut d'abord valider les données. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? On va encore faire un forward vers la même vue, parce que j'ai une même vue. Mais avant de faire le forward vers la vue, parce que quand vous dites request.get, request.dispatcher, produit.jsp.forward, vous allez vers la vue. Mais la vue, il va afficher des données. Mais ces données-là, c'est quoi? Ils se trouvent où? Ils se trouvent dans l'objet modèle. Donc, il faudrait que je transmette le modèle à la vue. Quel est le moyen qui me permet de transmettre le modèle du contrôleur vers la vue? Sachant que quand je fais appel à la vue, je lui transmets que l'objet request et l'objet response. C'est-à-dire que ma vue, il connaît que l'objet request. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, c'est de stocker le modèle dans l'objet request. Alors, en fait, l'objet request nous donne la possibilité d'ajouter des attributs, des variables dans l'objet request et dans lequel on peut ajouter des données. C'est exactement ce que je fais ici. Request.setAttribute, je vais ajouter dans le modèle un attribut qui s'appelle modèle. Et c'est quoi? C'est modèle. Alors, soit qu'on le met dans l'objet request, dans ce cas-là, on dit que le modèle sans scope est request. Scope. Request. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que je donne la réponse, il disparaît. C'est-à-dire sa durée de vie, c'est le temps de la requête. Et si vous le mettez dans l'objet session, parce que vous allez voir, il y a un exercice que je vous donnerai, parfois on a besoin de le stocker dans la session de l'utilisateur. Et donc, il est stocké dans la session, et la session, vous savez, donc ça conserve toute la durée de conversation du client. Else, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a d'autres. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais dire? Bon, pour le moment, else, à part index.2 et chercher.2, je vais lui envoyer une réponse. Erreur, par exemple, ici, donc, je vais lui envoyer une réponse HTTP avec le code 404. Je peux le faire dans ma servlet. N'est-ce pas? Parce que de toute façon, point d'eau, j'appelle la servlette. Donc, il n'y a pas de 404. Mais moi, je vais lui dire la ressource que tu demandes n'existe pas. Ben, tout simplement, je le fais avec response.sendError, response. Et après, vous avez ce status code not found, c'est 404. C'est bon? Ça, c'est la méthode doGet. Mais si on utilise deux postes, normalement ici, vous allez encore ajouter else if. Si ajout.do, je fais ça. Else if. N'est-ce pas? Donc, ce qui fait que... Mais par contre, si jamais on envoie une requête avec post, souvent ce qui se passe dans le contrôleur, c'est que pour éviter de faire des traitements ici et des traitements là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait tous les traitements ici avec if, else, n'est-ce pas? Mais après la méthode de post, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il appelle la méthode doGet. Donc, c'est-à-dire, même s'il y a une requête avec deux postes, j'appelle en interne doGet, c'est le même traitement. Mais à condition, c'est que quand vous utilisez else if, par exemple, else if, si vous mettez else if path.equals slash cherche, par exemple, ajouter .do, il faut ajouter and request.get méthode égale à post. C'est-à-dire, vous faites l'action à dire, quand même, je dois, au niveau du contrôleur, j'exige à ce que la requête envoyée par l'utilisateur, c'est post. Parce que si vous ne le faites pas, même avec get, on peut invoquer cette action. Alors vous, en principe, vous devrez le faire qu'en utilisant post. OK? Ça veut dire ici, on teste sur l'URL, mais après, on peut tester sur la méthode utilisée. Mais tout ça, c'est dans l'objet request. Voilà un petit exemple de contrôleur qui fait deux choses. Mais après, quand vous avez un contrôleur qui fait une vingtaine de choses, n'est-ce pas? Vous allez trouver un contrôleur avec if, else, if, else, if, else, if, else. Ben, quand vous trouvez ça, vous avez ce qu'on appelle une application qui est ouverte à la modification. À chaque fois que je vais ajouter un cas, je dois modifier. Mais après, ce que je vous demanderai, moi, dans le prochain projet, c'est de créer un contrôleur qui est fermé à la modification et ouvert à l'extension, c'est-à-dire un framework. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez dire, je prends la requête, mais en fonction de l'URL, j'appelle une autre classe qui va s'occuper de faire ce traitement. Mais cette classe-là, c'est ce que nous allons appeler par la suite des sous-contrôleurs. N'est-ce pas? Par exemple, ce traitement que vous voyez là, je le fais dans une autre classe.
le traitement que j'ai ici, je le fais dans une autre classe. C'est ce qu'on va appeler par la suite des sous-contrôleurs, ou vraiment c'est des contrôleurs. Parce que quand vous utilisez des frameworks, ça vous ne le voyez plus, hein, servlet, mais par contre, le traitement que vous avez ici, c'est à vous de l'écrire. Ben, il dit que donc, où est-ce que vous le mettez? Vous le mettez dans une classe séparée qui s'appelle un contrôleur, ou tout simplement un sous-contrôleur. Il y a des frameworks qui les appellent les contrôleurs secondaires. Et dans ce cas-là, cette servlet devient ce qu'on appelle un front controller, ou bien un contrôleur frontal. N'est-ce pas? Mais après, pour que le contrôleur frontal sache quelle est la classe qu'il va utiliser, ou bien quelle est la méthode qu'il va exécuter, ben, soit qu'il fait appel à un fichier XML à nouveau, ça c'est ce que vous avez fait, ou tout simplement, ils utilisent des annotations. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un framework basé sur les annotations, et du coup, donc, vous allez commencer à apprendre à programmer des annotations. N'est-ce pas? Alors, à la fin de ce semestre-là, vous allez faire des soutenances sur un framework qui fait l'injection des dépendances, un framework qui fait le mapping objet relationnel, et un framework qui fait MVC avec des annotations. N'est-ce pas? Et quand vous utilisez Spring, vous dites, bah, j'ai presque fait quelque chose qui ressemble à ce qui est fait par Spring, et ça vous ouvre un petit peu les portes. Bah, c'est juste, je ne vous demande pas de réinventer la roue, parce que si vous restez là, si vous voulez, avec votre framework, vous le développez, vous le faites, et vous arrivez vers l'entreprise, vous leur dites, moi j'ai fait quelque chose de plus simple et mieux. Ils vont vous dire, ce que vous avez fait qui est plus simple et mieux, vous le gardez dans votre tiroir, on ne va pas l'utiliser. Non, c'est question de... On ne peut pas... Un framework, quand vous le développez, il faut le tester, il doit être utilisé dans des projets, il faut d'abord prouver qu'il n'y a pas de faille de sécurité, il n'y a pas de faille de performance, etc. C'est pas pour rien que quand vous voyez Symfony, Spring ou Laravel, c'est pas du jour au lendemain, c'est des années qu'ils ont fait leurs preuves, avec plein de versions, toujours des problèmes. C'est un peu la maturité, ça vient comme ça. Les Oui. Mais tu les crées. Alors, c'est ce que je vous demande. Maintenant, vous allez aller comment créer une annotation, comment l'utiliser, ce que vous avez fait avec XML, vous allez le faire avec annotation. Et à un moment donné, on va faire la correction. Parce que ce que je vais faire avec vous, c'est que tout ce que vous venez de faire, quand vous donnez, par exemple, le premier mini-projet, on va faire la correction. Et on passe. Hein? De toute façon, on va développer ça ensemble à un moment donné. Alors, si vous décidez de dire que, en fait, déployer un contrôleur avec la notation Web Servlet, c'est pas ce que je veux. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser Web Servlet, vous voulez déployer via XML, fichier web.xml. Voilà ce que vous allez écrire dans le fichier web.xml. Ça, je vous le rappelle. Donc, Servlet. Dans Servlet, vous mettez Servlet name, c'est CS. Servlet class, c'est le nom de la classe. Web controller Servlet. Et après, dans Servlet mapping, vous mettez Servlet name CS. Et URL pathé, vous mettez étoile.do. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le faire quand vous utilisez la notation. Alors, la vue JSP. Alors, en fait, il y a deux moyens pour écrire du JSP. Il y a d'abord du JSP standard, avec les balises JSP, dans lequel vous allez trouver ce code-là. Alors, dans une page JSP, en fait, nous avons dit que c'est une sorte de page HTML dans laquelle je peux écrire des codes Java. Et pour écrire des codes Java, vous utilisez les balises inférieur pourcentage supérieur. Alors, ma page JSP, il a besoin de quoi? Il a besoin d'abord de récupérer quoi? Il a besoin de récupérer le modèle. Première des choses. Ce modèle-là, où est-ce que je vais le chercher? Je vais d'abord écrire request.getAttribute, je vais chercher dans l'objet request s'il y a un attribut qui s'appelle modèle. Si elle est différente de nul, ça veut dire il y a le modèle. Dans ce cas-là, modèle égale à quoi? Égale request.getAttribute modèle et je fais un sous-casting vers produit. Alors ça, c'est un test qui est utile. Sinon, else, ça veut dire que supposons que vous appelez la page JSP sans passer par le contrôleur. Parce que parfois, il y en a qui font ça. J'appelle la page JSP sans passer par le contrôleur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Request.getAttribute modèle, il retourne nul. Et dans ce cas-là, vous dites à quoi est égal modèle égale new produit modèle. Je vais créer une instance qui contient les données par défaut. Les valeurs par défaut. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à écrire du code HTML.
Bon, je vais utiliser ici Bootstrap dans l'exemple pour CSS. Bon, ça c'est du Bootstrap, tout ça, donc c'est des styles. Je vais créer un conteneur qui va occuper 10 colonnes avec un décalage d'une seule colonne. Je vais créer un panel qui permet, dans lequel je vais afficher, dans l'entête j'affiche recherche des produits. Mais tout ça, on va y revenir quand vous allez travailler avec Bootstrap. En tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est ça. La partie HTML, mais à la rigueur, les classes Bootstrap, dans un premier temps, ce n'est pas l'objectif. Form, action. Je vais créer un formulaire qui va utiliser la méthode get. Alors, quand vous faites la recherche, vous n'êtes pas obligé d'utiliser post, parce que c'est de la recherche. Vous utilisez get. Vous avez un mot-clé, input type égale texte, name égale mot-clé. Ça, c'est le champ. C'est quoi la valeur par défaut? Égale modèle.get mot-clé. C'est-à-dire ici, donc la valeur qui se trouve dans la variable mot-clé du modèle, c'est celle qui sera affichée dans la zone de texte. J'ai un bouton de type submit. Ça, c'est toujours des classes Bootstrap. Ça, c'est le formulaire. Après, je vais créer un tableau, table, avec TR, dans lequel il y a les colonnes ID, désignation, prix, quantité. Et après, je vais faire une boucle. Alors là, c'est du Java. Je vais écrire inférieur pourcentage for pour chaque produit P de quoi? Je vais vers le modèle, j'appelle get produit, je vais chercher la liste des produits, j'ouvre la collage, je ferme la balise, et je vais générer une ligne. Et pour chaque ligne, qu'est-ce que je vais faire? Dans la première colonne, je vais afficher. Donc, vous voyez ici, inférieur pourcentage égal. Je l'ai déjà expliqué la dernière fois, c'est l'équivalent à out.println. Je vais afficher quoi? p.getID. Là, c'est p.get désignation. Le prix, la quantité. Je peux ajouter un lien supprimer. Bon, quand je clique sur le lien supprimer, j'appelle encore une autre action qui s'appelle supprime.do. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? ID. C'est quoi le ID? C'est p.getID. Bon, ça, c'est toujours... Vous pouvez comprendre ça facilement parce que vous avez déjà l'habitude de faire presque la même chose avec PHP, n'est-ce pas? Ça, c'est quelqu'un qui travaille déjà avec PHP, par exemple, il peut retrouver facilement ici. La fin de la boucle, sans oublier ça, n'est-ce pas? Slash table, slash div, slash la vie, slash la pause. Non, pas la pause. Il y a un dernier slide avant la pause parce qu'il faut que je termine le cours. Mais ce que vous voyez là, c'est du JSP standard. JSP standard, vous écrivez des codes Java. Pour les gens qui sont les programmeurs généralement, parfois il y en a, je trouve, des gens qui préfèrent travailler comme ça. Moi, je sais ce que je fais. Mais dans la pratique, non. Vous n'avez pas besoin d'écrire du code Java dans les pages JSP. En fait, il y a un autre moyen d'écrire les JSP d'une manière plus simple, soit en passant par ce qu'on appelle les tags lib JSP, les GSTL. Tout simplement, vous faites appel à ce qu'on appelle un moteur de template qui va encore faire des choses. Alors, dans un premier temps, on va utiliser GSTL. Alors, pour utiliser GSTL, regardez votre page JSP, qu'est-ce qu'il va devenir si on utilise GSTL. Déjà, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans votre page JSP, vous allez quand même voir ici des imports, n'est-ce pas? Parce que toutes les classes que vous utilisez, il faut utiliser des directives import, directive page import. C'est pas vraiment très... Dans le web design, si le web designer qui va s'occuper de ça, ben, généralement les web designers, ils n'aiment pas beaucoup programmer. Les développeurs, ils aiment beaucoup le code. Les web designers, ils veulent voir que du HTML, du CSS, et à la rigueur, même JavaScript. Il faut faire appel à un framework pour ne pas voir du JavaScript. Donc, alors avec GSTL, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, pour déclarer les tags lib JSP, on va utiliser la notation, la directive tag lib. Et après, il y a des tags lib. Chaque tag lib, ils utilisent ce qu'on appelle un namespace avec l'IURI. Alors, il se trouve, il y a un tag lib GSTL qui s'appelle JSP GSTL Core avec cette URL que vous voyez là. Donc, il faut la spécifier. Et après, on va lui donner un préfixe. Alors, c'est quoi le préfixe? C'est tout simplement C, je l'appelle comme je veux. Si vous voulez ce C là, pour moi, c'est Core. C'est-à-dire GSTL Core, c'est tout. Ça, je déclare une librairie
qui devrait être fournie par GSTL. C'est une librairie, un jar. Après, il n'y a plus de Java. HTML. HTML, 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 Input type égale texte, name égale mot-clé, value. Alors maintenant, value, je vais mettre quoi? Je vais mettre la valeur de la variable mot-clé qui se trouve dans le modèle. Ben, c'est très simple, avec GSTL, vous utilisez l'expression $ entre accolades, vous mettez modèle. Alors automatiquement, quand vous mettez $, ça, il sait que c'est un attribut dans l'objet request ou bien dans l'objet session. Il fait request.getAttribute modèle, et après il trouve s'il existe, il va chercher la variable mot-clé. Oui, bah, tous les frameworks qui se basent sur le même principe. C'est le GSTL qui est responsable de GSTL. Parce qu'en fait, GSTL, c'est une librairie, donc quand vous la déclarez comme ça, c'est que le moteur, en fait, Tomcat, parce que Tomcat, il connaît, Tomcat, quand il va compiler, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une JSP, il est compilé en servlet. Quand Tomcat va compiler ça en servlet, Tomcat, il sait qu'il y a une librairie qui s'appelle GSTL, il sait qu'est-ce qu'il doit faire après. Bah, de toute façon, tout ça, il va être traduit en code Java, quels que soient les cas. Parce que vous travaillez avec JSP standard ou GSTL, il va être converti en servlet. Mais de toute façon, pour vous, avec les expressions GSTL, vous avez un moyen plus simple. Si vous n'importez pas ça, ben, tout simplement, si vous ne déclarez pas ça, Tomcat ne connaît pas. Ça veut dire que GSTL, c'est des librairies supplémentaires. Parce qu'il n'y a pas que ces librairies. Vous pouvez même ajouter vous d'autres taglibs. Il y a des frameworks qui créent d'autres taglibs supplémentaires. Hein? Vous voyez, donc, mais sauf que les taglibs standards, c'est pour ça qu'on les appelle GSTL. C'est du JSP taglib standard, si vous voulez. Mais il n'y a pas que, il y a plein de librairies que vous pouvez utiliser qui permettent de faciliter. Parce que c'est les expressions GSTL, ils encapsulent du code Java derrière. Après, regardez. Bouton. Ça, c'est du HTML. Ça, c'est du HTML. Ça, c'est une boucle. Voilà, j'ai besoin de faire une boucle, n'est-ce pas? TR. Ça, c'est du HTML. Alors, comment on va faire la boucle? Voilà, on va utiliser C. C, bien sûr, c'est le préfixe de taglib core. For each, deux points. Deux points. Vous voyez, donc, c'est les expressions XML, n'est-ce pas? Préfixe, deux points. For each, items. Items, je vais faire une boucle sur une liste. Bah, une liste, c'est items. On va le chercher comme ça. C'est $, encore modèle, quoi. Donc, il va chercher dans l'objet modèle. Il y a un attribut qui s'appelle produit. Et bah, pour lui, ça devrait être une liste, parce que si ce n'est pas une liste, ça ne va pas marcher. Il va faire une boucle. Il va faire for. Pour chaque produit P, vous voyez, var égale P. Pour chaque produit P de la liste des produits, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher $P. Automatiquement, il va chercher l'objet P.getID. Alors, faites attention parce que là, quand vous dites point pour vos points, mais lui, c'est get. C'est-à-dire si le getter n'est pas là, ça ne va pas marcher. P.id, puis désignation, prix, quantité. J'ai la même chose ici supprimé. P.id, édité. Et c'est terminé. Alors, après, avec GSTL, on peut facilement écrire les pages JSP. Il y a moyen. Encore plus, vous allez voir, quand on va utiliser des frameworks, soit il y a des frameworks qui vont vous dire bon, GSTL c'est standard, il y a mieux, il y a plus simple, vous utilisez d'autres taglibs. Ou tout simplement, dans la majorité des cas, les frameworks qui vont vous dire il y a carrément un moteur de template, vous oubliez carrément JSP. Parce que JSP, je vous le fais, vous allez l'utiliser. Quand on arrive au framework, il faut oublier JSP. Parce que JSP, c'est pas bien. Parce que JSP, il est converti en servlet. Et quand il est converti en servlet, on ne peut pas utiliser un cache au niveau de l'optimisation. Mais quand on utilise un moteur de template, ça veut dire que le moteur de template, lui, il va gérer un cache, il va faciliter la syntaxe, il va, etc. Donc c'est pour cela que quand on va utiliser les frameworks, JSP, il est là, on va l'utiliser quand vous n'utilisez pas de framework. Mais quand on va utiliser le framework,
Il y a des frameworks qui vont vous dire, vous travaillez toujours avec JSP, mais je vous donne des tags libres supplémentaires. Il y en a d'autres qui vont vous dire, bah, tout simplement, il y a un moteur de template, vous oubliez carrément JSP. Donc la syntaxe JSP. Mais après, vous allez trouver chaque framework, chaque moteur de template, et il va vous dire des trucs comme ça. Bah, il va vous dire que si vous voulez faire la boucle, vous utilisez un truc for each ou je ne sais pas quoi, chaque moteur de template. Après, il va vous dire si vous voulez accéder à une variable dans le modèle, il faut utiliser, il y a ceux qui vont vous dire écrivez dièse, après crochet, après accolade, après, etc. Il y a un moteur de template qui vous dit, ben, vous gardez toujours $, etc. Donc, mais la base, il est là. C'est clair? Ben, je vous ai retenu plus que la pause parce que je termine le cours et juste après la pause, vous allez faire le thème. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est la vidéo. Donc, la dernière fois, j'ai oublié, je crois que je dois vous envoyer, mais il faut me rappeler parce que le responsable doit... Hein, ça, je vous le dis. Quand j'oublie, il faut... Hein, même parfois par SMS ou par WhatsApp, je vous laisse le numéro. Il n'y a pas de problème. Vous me rappelez parce que ça m'arrive d'oublier. Je me suis rendu compte ce matin que je ne vous ai pas envoyé le support et le lien de la dernière fois. De toute façon, après la pause, je vais vous faire ça. Je vais vous envoyer celui de la dernière fois et celui de maintenant. Et vous allez commencer à travailler sur ça. À tout à l'heure.